Alors, le contrat de travail en France, c'est loin d'être juste un bout de papier, vous savez. C'est un véritable cadre qui est là pour protéger les salariés. Mais concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe au jour le jour? Ou si on décide de partir? Ou pire, si on nous met à la porte? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On entend souvent cette image, hein. Le droit du travail français, c'est un bouclier. Et franchement, l'image est parfaite. Parce que c'est exactement ça. À la seconde où un contrat est signé, hop, toute une série de protections s'active. Le but, c'est de s'assurer que l'environnement de travail soit juste et surtout sécurisé. Alors commençons par le début. Avant même de parler de rupture, de démission ou de quoi que ce soit, il faut bien comprendre qu'il y a des droits fondamentaux qui s'appliquent tous les jours. Ce sont vraiment les piliers, les fondations de la relation de travail. Et le tout premier pilier, sans doute le plus crucial de tous, c'est simple, aucune discrimination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune décision de l'employeur, que ce soit pour une embauche, une promo, une augmentation, peu importe, ne peut, ne doit être basée sur des critères qui n'ont rien à voir avec le travail. C'est un principe non négociable. Bon, mais concrètement, ça veut dire quoi? Discrimination illicite. Eh bien, la loi est très claire là-dessus. La liste des critères interdits est longue et elle protège vraiment tout ce qui fait notre identité. On parle du sexe, de la situation de famille, des origines, des opinions politiques, religieuses, du handicap, de l'orientation sexuelle. Le message, au final, il est limpide. Un employeur doit juger les compétences. Point. C'est tout. Un autre droit absolument essentiel, c'est le respect de la vie privée. Faut bien se mettre ça en tête. Le contrat de travail, ce n'est pas une porte ouverte sur la vie perso du salarié. Pas du tout. La loi dresse une muraille très claire entre le pro et le perso. Prenons un exemple que tout le monde connaît, les emails. La règle est toute simple, mais il faut absolument la connaître. Si un mail est clairement identifié comme personnel dans son objet, par exemple, alors là, l'employeur n'a pas le droit de le lire. C'est le secret des correspondances qui s'applique. Par contre, attention, tous les autres mails, eux, sont considérés comme professionnels, et donc l'employeur peut y jeter un œil. Tout se joue sur cette petite mention personnelle. Et ça ne s'arrête pas là. Au-delà de la vie privée, il y a plein d'autres libertés qui sont protégées. Par exemple, la liberté de s'habiller, avec certaines limites liées à la sécurité ou à l'image de l'entreprise, bien sûr, mais aussi la liberté d'opinion, la liberté de religion. Et puis, il y a ce droit qui est devenu tellement important aujourd'hui, le fameux droit à la déconnexion, le droit de ne pas répondre aux mails et aux appels le soir et le week-end, tout simplement. Et pour finir avec les droits du quotidien, un qui est super important, le droit à la formation. Vous avez tous entendu parler du CPF, le compte personnel de formation. Eh bien, chaque année, il est crédité de 500 €. Cet argent, c'est une opportunité en or pour se former, pour développer de nouvelles compétences, évoluer ou même changer complètement de voie. C'est un outil très concret pour rester maître de sa carrière. Ok, maintenant changeons de situation. Imaginons que c'est le salarié qui veut partir, la démission. On pourrait croire que c'est simple, mais en fait c'est un acte qui est très encadré par la loi. Et c'est fait exprès, justement, pour protéger le salarié, même quand c'est lui qui est à l'origine de la rupture. Alors là, il y a une règle d'or à retenir. Pour qu'une démission soit valable, la loi dit que la volonté doit être claire, sérieuse et non équivoque. Bon, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que claquer la porte sur un coup de tête ou ne plus venir au bureau du jour au lendemain, ça ne compte pas comme une démission. La loi exige une décision mûrement réfléchie, sans aucune ambiguïté. Et il y a une autre condition. La volonté doit être libre. Et ça, c'est super important. Prenons un cas extrême, mais malheureusement pas si rare. Un salarié qui démissionne parce qu'il est victime de harcèlement moral. Eh bien, dans ce cas, sa volonté n'est pas considérée comme libre. Il a été poussé à partir. Du coup, la justice peut tout à fait requalifier cette démission en licenciement abusif. Et là, croyez-moi, ça change absolument tout en termes de droits et d'indemnités. Par contre, petite mise en garde. Il y a eu un changement assez récent depuis une loi de 2022. Maintenant, en cas d'abandon de poste, si l'employeur envoie une mise en demeure de reprendre le travail et que le salarié ne donne pas de nouvelles, attention, c'est maintenant présumé être une démission. C'est un vrai changement par rapport à la situation d'avant, donc il faut le savoir. Bon, on a vu la démission, maintenant passons au cas le plus délicat, le licenciement. C'est quand l'employeur décide de mettre fin au contrat. Et c'est là vraiment que le fameux bouclier dont on parlait au début est le plus solide. La procédure est ultra stricte et chaque étape compte. Ici, le concept central, le cœur du réacteur, c'est la cause réelle et sérieuse. Ce ne sont pas juste des mots. Réel, ça veut dire que le motif doit être basé sur des faits concrets, objectifs qu'on peut vérifier, pas des impressions ou des on-dit. Et sérieuse, ça veut dire que ces faits doivent être suffisamment importants pour que vraiment la poursuite du contrat de travail soit devenue impossible. Si l'une de ces deux conditions manque, le licenciement peut être jugé abusif. En gros, il y a deux grandes familles de licenciements.
D'un côté, le licenciement pour motif personnel. Là, ça concerne directement le salarié. Une faute, une incompétence, etc. De l'autre côté, il y a le licenciement pour motif économique. Et là, ça n'a rien à voir avec le salarié. C'est lié à la santé de l'entreprise, des difficultés économiques, une réorganisation. C'est hyper important de bien faire la différence, parce que les règles du jeu ne sont pas du tout les mêmes. Et la procédure, c'est vraiment un garde-fou. Elle se déroule en 3 temps et tout est obligatoire. Étape 1, la convocation à un entretien préalable. Étape 2, l'entretien, où le salarié peut venir accompagner pour se défendre. Et enfin, étape 3, la notification du licenciement par lettre recommandée, qui doit expliquer noir sur blanc les motifs. Chaque étape est une protection en soi. Et une fois que le licenciement est acté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plusieurs droits s'enclenchent automatiquement pour le salarié. D'abord, il y a une période de préavis. Ensuite, une indemnité de licenciement, dont le montant dépend de l'ancienneté. Et si c'est un licenciement économique, il y a en plus des dispositifs spéciaux, comme le CSP, pour aider à retrouver un travail plus vite. Ok, on a vu la démission, on a vu le licenciement. Mais il faut savoir qu'il existe une 3e voie, une sorte de sortie par le haut, où on se sépare d'un commun accord. C'est la fameuse rupture conventionnelle. En fait, il y en a même 2 types. La plus courante, c'est la rupture conventionnelle individuelle entre un employeur et un seul salarié. Mais il y a aussi la rupture conventionnelle collective, qui est un dispositif qui permet à plusieurs salariés de partir, mais toujours sur la base du volontariat. Les deux ne fonctionnent pas exactement de la même manière. La rupture individuelle, c'est un accord de gré à gré, en face à face. La collective, c'est plus complexe. Ça passe par un accord avec les syndicats ou le CSE. Mais, et c'est ça la protection essentielle, dans les 2 cas, l'accord doit obligatoirement être validé par l'administration, la DRETS, pour être valable. C'est un contrôle extérieur indispensable. Et s'il y a une chose à retenir sur la rupture conventionnelle, c'est celle-ci. L'indemnité qui est versée au salarié ne peut jamais être plus basse que l'indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait eu droit. C'est la loi. C'est un minimum absolu, un filet de sécurité pour garantir que l'accord soit équitable. Donc, pour résumer, que ce soit au jour le jour ou au moment de la rupture, on voit bien que le droit du travail français tisse une véritable toile de protection autour du salarié. L'objectif, c'est toujours d'équilibrer une relation qui, par nature, ne l'est pas. Mais au final, la vraie question, c'est tous ces droits qui existent, est-ce qu'on les connaît vraiment? Parce qu'un droit qu'on ignore, c'est un droit qui ne sert à rien.